Bien, bonjour à tous. Nous allons faire cette première leçon sur les vertiges qui a trait à l'examen clinique et aux tests paracliniques. Donc on va faire d'abord un rappel physiologique. Nous avons deux vestibules de chaque côté, schématiquement. Un vestibule qui est très ancien et qui est notre vestibule gravitaire, notre contrôle d'assiette lié à l'utricule et au sacule qui sont des capteurs d'accélération linéaire et pour l'utricule et verticale pour le sacule. C'est grâce à ces capteurs que l'on adapte la posture de nos muscles axiaux à nos changements de position pour éviter par exemple de se retrouver la tête dans le volant quand on freine en voiture. Donc c'est absolument essentiel. Et puis vous avez le vestibule du réflexe vestibulo-oculaire, ce qui nous protège. Ça permet, quand on bouge la tête, de garder les yeux sur une cible. Ça ne serait pas possible si on n'avait pas ces canaux semi-circulaires qui renseignent sur les mouvements de la tête, sur les accélérations de la tête pour adapter la position du regard, ou en tout cas son maintien. Donc c'est essentiel pour la veille visuelle. Toute asymétrie de fonctionnement des vestibules entraîne un vertige. Un vertige, c'est une sensation erronée de mouvement. Quand on a une atteinte isolée ou associée d'ailleurs du vestibule du réflexe vestibulo-oculaire, donc des canaux semi-circulaires, on a des vertiges rotatoires et forcément un nystagmus. Donc toute atteinte des canaux semi-circulaires entraîne un nystagmus. En revanche, si les canaux semi-circulaires ne sont pas touchés et qu'on a une atteinte purement utriculo-saculaire, on n'aura pas de vertige, on n'aura pas de sensation rotatoire. En revanche, on aura une sensation de flottement, d'instabilité, de tête vide, de malaise, parfois des chutes quand c'est tout à fait brutal. Et c'est ça qui gouverne la déviation, les déviations segmentaires que l'on voit à la déviation des index, au Romberg, au Babinski-Weil, etc. Dans les deux cas, on peut avoir une atteinte qui est périphérique, donc l'organe, le vestibule, les nerfs, les noyaux, ou centrale, située cette fois dans les voies qui montent vers le cortex. Alors le nystagmus, c'est l'expression de l'atteinte du réflexe vestibulo-oculaire. Il signe une asymétrie de fonctionnement des canaux semi-circulaires. Vous savez qu'il y a un appariement et que les canaux droit et gauche horizontaux fonctionnent en push-pull, c'est-à-dire un en plus, un en moins en négatif et l'autre en positif avec la même valence. Et si cette valence physique est différente, vous aurez un nystagmus horizontal. Les canaux verticaux, supérieurs et postérieurs, qui sont à 90 degrés l'un de l'autre dans chaque vestibule, travaillent là aussi à parier. Le canal sup avec le canal post-contralatéral et vice-versa. Donc, s'il y a un défaut dans les réponses de cette paire de canaux, on a un nystagmus qui aura le sens qui sera donné par la position du canal dans l'espace. Quand vous avez une atteinte du canal latéral pur, vous aurez un nystagmus horizontal pur. Si vous avez une atteinte des canaux semi-circulaires verticaux, soit le supérieur, soit le postérieur, vous aurez donc une atteinte qui sera torsionnelle, puisque le canal n'est pas purement sagittal, et verticale. Verticale inférieure pour le supérieur, verticale supérieure pour le postérieur. En revanche, si vous observez chez des patients, on va le voir, un nystagmus purement vertical, c'est une lésion centrale. Il ne peut pas y avoir physiquement, de par l'orientation des canaux, de génération de nystagmus purement vertical par une atteinte des canaux semi-circulaires. Retenez bien ça, ça n'est pas possible. Donc toute atteinte centrale, tout nystagmus vertical évoque une atteinte centrale par atteinte des voies oculomotrices, et ça c'est essentiel. Quand vous avez une atteinte globale des trois canaux semi-circulaires, vous aurez donc toutes les composantes présentes, latérales, composantes horizontales, composantes torsionnelles, composantes verticales. C'est ce que l'on observe dans la névrite, dans le ménière, dans toutes les atteintes qui sont globales dans un labyrinthe.
Alors le syndrome vestibulaire périphérique, je pense que ça vous parle. Il a 3 critères. D'abord, on observe un syndrome harmonieux qu'on va définir. On a toujours des signes végétatifs importants, nausées, vomissements, diarrhée, pâleur, sueur, ralentissement cardiaque. Une inhibition du nystagmus et de la fixation, ça c'est très important. La fixation des yeux sur le doigt de l'examinateur freine le nystagmus. Et si on veut le révéler, quand il est de petite taille, il faut que le patient ait des lunettes de Frenzel ou de vidéo nystagmoscopie. Et là, le patient ne voyant pas, n'inhibe pas son nystagmus et on le révèle parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'un syndrome vestibulaire harmonieux? C'est quand les déviations segmentaires, c'est-à-dire les déviations des index, le Romberg, le Fukuda, le Babinski-Weil, sont dans le même sens et que le nystagmus est dans l'autre sens. Et il est dans l'autre sens parce que la secousse lente, qui est dans le même sens que les déviations segmentaires, l'œil dévie comme le corps, comme les index, mais il est ramené dans l'orbite par la secousse rapide, qui, elle, est la secousse visible, d'où le fait que l'on détermine le sens de nystagmus par le sens de la secousse rapide. Alors, ce syndrome vestibulaire harmonieux, il est la signature d'une atteinte périphérique. Alors attention, périphérique, ça ne veut pas dire que vestibule, ça peut être le nerf vestibulaire, donc la névrite, le norinum de l'acoustique, etc., ou les noyaux vestibulaires. Et on peut avoir des petits AVC ou des AIT sur les noyaux vestibulaires qui donnent une atteinte périphérique. Et donc, ça mérite votre attention. Alors, chez cette patiente, vous voyez un nystagmus un peu bizarre puisqu'il bat de façon pendulaire. Il n'y a pas de secousse rapide et de secousse lente. C'est en fait un nystagmus congénital qui n'est pas pathologique. Le patient ou la patiente n'a pas du tout de symptômes, elle n'est pas gênée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Tout simplement parce que le cerveau corrige et ne prend qu'une image sur 10 ou sur 20 pour stabiliser l'image corticale visible. Donc attention, si vous voyez ce type de patient aux urgences, ne prenez pas peur, c'est pas un nystagmus violent dit multidirectionnel, c'est pas grave, c'est complètement congénital et il ne faut pas en tenir compte. En revanche, si vous voyez un nystagmus de ce genre, c'est-à-dire qu'il y a les 3 composantes, surtout les 2 qui se voient le plus, l'horizontale et la torsionnelle, là c'est l'exemple d'une patiente qui a eu une névrite vestibulaire gauche, vous voyez très bien le nystagmus droit qui est important avec les 2 composantes torsionnelle et horizontale. La verticale existe mais elle est noyée sous les 2 autres et ceci explique cela. Alors dans le VPPB, c'est une atteinte, c'est un canal postérieur, vous avez un nystagmus qui est rotatoire, torsionnel si vous préférez, là, anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui caractérise le côté droit, et en même temps vertical supérieur. Donc torsionnel et vertical supérieur, c'est le canal postérieur qui est en cause. C'est absolument caractéristique. Bon. Vous pouvez avoir dans une atteinte d'un canal latéral, un nystagmus latéral. Ici, c'est un nystagmus latéral gauche qui est généré par une atteinte probablement d'une fistule ou d'un vertige paroxystique positionnel. Nous en reparlerons plus tard. Alors le syndrome vestibulaire central, il est par essence disharmonieux. Il peut y avoir une dissociation, une décorrélation des signes de déviation segmentaire, et surtout le nystagmus il est différent car il n'est pas sensible, il est même parfois augmenté à la fixation oculaire, il peut changer de sens, prendre toutes les formes, mais il n'est pas aussi caractéristique que ceux que je viens de vous montrer, et surtout on est attentif à la recherche de ce qu'on appelle un gaze nystagmus, c'est-à-dire un nystagmus qui bat du côté droit dans le regard vers la droite et qui bat du côté gauche dans le regard vers la gauche. De la même façon, un nystagmus vertical pur n'est jamais périphérique, je vous l'ai dit, ça n'est pas possible.
Donc, dans le syndrome vestibulaire central, il y a ces nystagmus atypiques, on va voir. Il y a également des signes, souvent des signes neurologiques associés, syndrome cérébelleux, syndrome extrapyramidal du Parkinson, atteinte d'autres nerfs crâniens, troubles de la sensibilité profonde, etc. Vous avez surtout des signes oculomoteurs qui signent que, en fait, dans ce qui est central, il y a l'AVC ou l'inflammation ou la tumeur bave sur les voies oculomotrices. On va donc avoir des dissociations interoculaires, mauvaise conjugaison oculaire par défaut des voies associatives. Et on peut avoir, par exemple, ce qui est assez caractéristique et que l'on voit très souvent dans les scléroses en plaques au niveau du tronc cérébral, c'est des dissociations interoculaires. On va en avoir un exemple. Ici, vous avez une dame avec un nystagmus vertical inférieur pur. Et on va voir qu'on essaie de lui faire fixer le doigt et que ça ne perturbe en rien, voire même ça aggrave le nystagmus vertical inférieur. Donc on a bien une atteinte centrale, en l'occurrence d'origine vasculaire. Voilà l'exemple d'un gaze nystagmus. Quand le patient regarde vers la gauche, vous voyez le nystagmus bas à gauche. Et quand on va lui demander de regarder vers la droite, vous allez voir le nystagmus droit qui est même extrêmement vibratoire, presque un flotteur. C'est caractéristique d'une atteinte centrale. Si c'est un patient qui arrive en urgence avec un vertige aigu, c'est un AVC, il faut le mettre immédiatement dans l'IRM. C'est un signe de gravité que ce gaze nystagmus, il faut l'interpréter comme ça et être très vigilant et savoir le rechercher. Ça ne demande aucun instrument, ça peut se faire au doigt et à l'œil, si j'ose dire, sans qu'il y ait besoin de lunettes de vidéonystagmoscopie, puisque comme c'est un nystagmus central, il n'est pas inhibé par la vision. Voilà une dissociation interoculaire, et quand on demande au patient de suivre les yeux, on voit que les yeux ne jouent pas la même musique, ils ne sont pas synergiques, et voire même parfois un petit nystagmus qui se déclenche. Ça, c'est un signe de centralité évident. Alors qu'est-ce qu'on craint face à un patient vertigineux? Si c'est un patient qui arrive aux urgences ou auprès duquel vous êtes appelé devant un vertige aigu, on craint l'AIT ou l'AVC de la fosse postérieure. Donc on sera attentif bien sûr au caractère disharmonieux du symptôme, mais malheureusement il est inconstant car on peut avoir un AVC des noyaux vestibulaires. On sera attentif aux céphalées, on sera attentif aux signes neurologiques associés, aux troubles de la vigilance. Attention à ces patients qui s'endorment, attention à ces patients qui ont les yeux mi-clos et qui ont mal à la tête, attention à ces patients qui ont des douleurs cervicales, parce que la douleur cervicale associée à un vertige aigu peut signer une dissection de l'artère vertébrale. Attention à ces patients qui ont des troubles du rythme cardiaque, connus ou inconnus. Et puis surtout le contexte, les antécédents vasculaires, le syndrome métabolique, le surpoids, tout ça sont des facteurs de risque qui jouent pour l'apparition d'AVC de la fosse postérieure, qui sont sûrement les plus sévères et les plus graves des AVC. Car ils sont itératifs, répétitifs, et ça finit toujours très mal si ça se reproduit. Très différent le vertige chronique, parce que là, ce qu'on craint, ça peut être effectivement dangereux et engager le pronostic vital, mais ce sont surtout des tumeurs comme les nodules de l'acoustique ou des maladies neurologiques dégénératives ou inflammatoires. Alors, un patient, ça s'interroge, et l'interrogatoire, c'est très productif. Dans le vertige, ça permet de faire 60% du diagnostic. On va rechercher si c'est un vertige qui est rotatoire, long ou bref. L'évolution dans le temps, c'est absolument essentiel. S'il est positionnel, c'est-à-dire que c'est le changement de position de la tête qui déclenche le vertige. Ça, évidemment, ça évoque un vertige dit positionnel, mais le terme n'est pas bon, on devrait dire vertige de changement de position, ou si c'est un vertige aggravé par la position, car n'importe quel vertige, un ménière, une ovrite vestibulaire, si vous le manipulez, vous aggravez son nystagmus, vous aggravez ses symptômes. Ça ne veut pas dire que ce soit un vertige positionnel, c'est ça le piège. Ensuite, vous regardez bien sûr s'il y a une instabilité associée à tout cela. On regarde aussi s'il y a des signes associés, très importants bien sûr pour orienter par exemple vers une maladie de Ménière, comme une surdité, des acouphènes, une plénitude de l'oreille. Donc ces signes neurovégétatifs qui vous engagent vers une atteinte périphérique, nausées, vomissements, malaises vagaux. Les oscillopsies, c'est les pulsations de la chaîne visuelle
quand on marche, au rythme de la marche, qui montre que les canaux semi-circulaires ne font pas leur travail de correcteur d'image, parce que probablement il y a un problème de fonctionnement de ces canaux qui empêche la correction de l'image par les centres sous l'effet des mouvements de la tête, puisque quand on marche, la tête oscille verticalement. Et puis, il faut savoir demander au patient s'il a eu un traumatisme, par exemple, ou si, par exemple, les vertiges sont aggravés par l'effort, le mouchage, l'éternuement, les bruits. Tout ça sont des éléments importants. Il faut bien sûr rechercher aussi d'autres signes associés, comme des céphalées, des migraines avec aura ou sans aura. Pourquoi? Parce que la maladie migraineuse peut être génératrice de vertiges critiques. Rechercher des douleurs cervicales récentes, je vous l'ai dit tout à l'heure, toujours dans l'obsession de la découverte d'une dissection de l'artère vertébrale, qui est toujours quelque chose d'extrêmement sévère, qui peut se faire par étapes et aboutir parfois à la mort du patient. Les signes neurologiques, on l'a déjà dit, mais il faut encore insister dessus, les troubles de conscience, les troubles moteurs et sensitifs de la face et des membres, les tremblements, la diplopie, la gêne visuelle, peuvent être présents aussi dans ce contexte et pas forcément de bonne augure. Interroger le patient, c'est aussi l'interroger sur le fait, bien sûr que c'est aigu ou chronique, c'est pas du tout la même chose. Si c'est un cas unique, si c'est la première fois, bien sûr on pense à une névrite vestibulaire, mais on peut penser aussi à un AVC ou un AIT. En revanche, quand ce sont des crises durables, répétitives, on pense aux maladies qui donnent des crises répétées, comme à la maladie de Ménière ou la migraine vestibulaire. En revanche, si ce sont des crises courtes, moins de 30 secondes, très paroxystique et à caractère positionnel ou de changement de position, on pense bien sûr au vertige paroxystique positionnel bénin qui coche toutes les cases. On a bien interrogé son patient, maintenant on l'examine. Il n'y a pas d'examen d'un vertige sans otoscopie. C'est pas possible. C'est indispensable car le nombre de patients chez lesquels on a trouvé une otite ou un cholestéatome expliquant l'état vertigineux est trop important pour qu'on se permette d'ignorer l'autoscopie. Donc l'autoscopie est indispensable. Ensuite, on recherche des troubles statiques, autolytiques, donc c'est la marche en étoile, le Romberg, le Fukuda, bien sûr, et puis bien sûr le nystagmus que l'on va rechercher avec, comme je vous l'ai montré, avec des lunettes de Frenzel éventuellement. Alors, l'analyse de la statique du patient, c'est assez complet en fait. Et si c'est un vertige chronique, bien sûr, quand c'est un vertige aigu, c'est un peu plus complexe. Mais on va regarder la posture au repos, la façon dont le patient arrive dans le cabinet ou dans la zone de consultation, comment il est yeux ouverts, yeux fermés. Quand yeux ouverts, il est déjà très instable, vous savez que c'est pas forcément quelque chose de très périphérique. Ou s'il écarte les pieds, que ça peut être une atteinte centrale, une hydrocéphalie, que s'il a une marche à petits pas, ça peut être un problème de Parkinson, etc. Donc la posture et la marche au repos, c'est très important. Ce que font beaucoup les gériatres et les MPR, c'est aussi de demander aux patients de s'asseoir sur une chaise, de se lever, de faire marcher 10 pas, retour sur lui, revenir s'asseoir et ainsi de suite. Yeux ouverts, yeux fermés. Tout ça, ça permet aussi de regarder quel est l'état de la proprioception, de rechercher des démarches cérébelleuses. Voilà, ça s'associe donc au reste de la recherche des atteintes segmentaires. La recherche du nystagmus peut se faire comme ça sous le regard direct, mais c'est mieux de le faire avec les lunettes de Frenzel ou de VNS pour supprimer la fixation, vous l'avez compris. Quand il n'y a pas de nystagmus spontané, on va essayer de le provoquer par le secouage de tête, en secouant la tête à droite, à gauche, une fois par seconde à peu près, vous le faites pendant 10-15 secondes, vous arrêtez et vous regardez si vous déclenchez un nystagmus. Ce processus de secouage permet de bloquer les phénomènes de fixation qui caractérisent le nystagmus périphérique. Donc on révèle un nystagmus qui va s'éteindre très rapidement bien sûr, donc il faut le capter au moment
où il se déclenche. On cherche aussi un signe de la fistule, parce que chez les patients qui ont eu des antécédents otologiques, eh bien, voilà, appuyer dans le conduit auditif, tirer sur l'oreille, lui demander de se moucher, de faire un valsalva, tout ça peut déclencher un nystagmus, on va le voir. Ensuite, on fait une manœuvre de Dix-Éolpaïque au besoin. Donc voilà, un patient, vous allez voir, on appuie dans son oreille et vous voyez apparaître un nystagmus latéral excitateur qui est caractéristique, c'est presque comme une sonnette, hein. On excite le canal latéral et on provoque un nystagmus homolatéral. Donc voilà ce que c'est qu'un signe de la fistule. C'est pas toujours aussi manifeste, hein, mais au moins le patient se sent pas bien et quand vous lui appuyez sur l'oreille, il se sent pas bien et il a des nausées. Alors il y a quelque chose qui est important, c'est le Head Impulse Test. Donc vous allez voir, on demande au patient de regarder son nez et ensuite on va lui imprimer des petits mouvements assez peu marqués, moins de 30 degrés, et des mouvements secs, et on regarde si l'œil quitte la cible. La cible, c'est le nez, le nez de l'examinateur. Et là, on voit que chez cette aide-soignante, il n'y a aucun problème, l'œil garde sa cible. Le fait que l'œil garde sa cible, à droite ou à gauche, veut dire que le canal latéral droit ou le canal latéral gauche fonctionne parfaitement bien. Donc c'est un signe très important dans l'examen vestibulaire. Et le fait, chez un patient qui a un vertige aigu et qui a un HIT normal, ça veut dire que son canal fonctionne normalement et que c'est probablement central. Donc vous voyez combien c'est important de faire ce test très simple. Et vous voyez, on a juste besoin de son nez, de ses mains et du patient. Et surtout en évitant des mouvements trop violents vers la droite ou la gauche, trop latéraux. Quand vous avez un patient qui a un vertige, positionnel, et uniquement dans ce contexte, uniquement, parce que s'il a par exemple une atteinte de l'artère vertébrale, ce n'est pas le moment de le manœuvrer. Donc voilà ce que c'est que la manœuvre de Dix-Éolpaïque. On peut la faire de plusieurs façons. Nous la faisons, nous, ORL, plutôt en position allongée, sur un lit d'examen. On tourne la tête à droite, légèrement défléchie pour mettre le canal horizontal à l'horizontale. Et ensuite, on met la tête un petit peu en position de rose défléchie, ce qui, dans une atteinte canalo-lithiasique du canal postérieur droit, en l'occurrence, fait faire mouvement à la lithiase dans le canal et déclenche un nystagmus rotatoire et vertical supérieur, qu'on va voir tout à l'heure. Et quand on se relève, le mouvement est inverse, et on va avoir un nystagmus qui sera inverse, parce que le courant ampulipète est inhibiteur. Donc, on fait ensuite un examen général qui est neurologique, donc recherche de perte de connaissance, examen de la coordination, adiadocosynésie, dysmétrie du cervelet, examen des voies longues, test de palesthésie, c'est-à-dire sensation, sensibilité profonde grâce au diapason sur les malléoles ou sur les genoux. On recherche un syndrome extrapyramidal, une roue dentée, des tremblements. On fait une petite évaluation cognitive, car on se souvient toujours que chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer débutante ou une maladie de Parkinson, les troubles de l'équilibre sont très fréquents, et les vertiges d'eux-mêmes, et qu'ils participent donc d'une atteinte centrale. Donc si vous avez des symptômes évidents d'atteinte cognitive ou de maladie de Parkinson, ça n'est pas tellement surprenant. Il faut quand même rester vigilant, parce qu'on peut avoir l'une de ces deux maladies et une autre raison d'avoir des vertiges. Mais quand même, l'examen cervical, on palpe, on essaie de trouver une douleur dans les régions vasculaires, on recherche aussi des phénomènes de tension musculaire, et on n'oublie pas le contexte cardiovasculaire à cause du risque d'embole, donc trouble du rythme, souffle, hypotension artérielle orthostatique, tout ça doit être regardé de près. Donc vous voyez, au final, c'est quand même un examen assez complet. Alors ensuite, il y a un bilan paraclinique qui est plus ou moins utile et plus ou moins net. Si vous avez un VPPB, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose de plus. Mais en revanche, si vous avez un vertige chronique ou un vertige aigu qui ne donne pas sa preuve, il faut avancer. Donc, dans les vertiges chroniques surtout, on utilise la vidéonystagmographie, qui, elle, étudie le réflexe vestibulo-oculaire
et particulièrement le canal semi-circulaire latéral. Quand on fait des tests à l'eau chaude et à l'eau froide, c'est la biophysique du canal latéral et de ces liquides que l'on interroge. Donc on sait que si on refroidit avec de l'eau froide le canal latéral, eh bien on va provoquer un nystagmus contralatéral. On diminue sa fonction. Si on le réchauffe à l'inverse, on l'excite et on provoque un nystagmus homolatéral. Donc c'est très intéressant de regarder ce système canalaire et de savoir qu'avec les tests caloriques, c'est ça en fait qu'on interroge plus que le reste. Quand on travaille sur le fauteuil rotatoire, on interroge là aussi le canal latéral, mais on regarde plus les phénomènes de compensation vestibulaire. C'est le petit 2. Ensuite, dans la VNG, on fait aussi des tests de poursuite oculaire et on regarde donc la centralité, s'il y a des dissociations entre les deux yeux, s'il y a des hypermétries ou des hypométries qui signent une atteinte centrale et notamment cérébelleuse. Mais vraiment, on va se centrer, et pour vous, étudiants en médecine, surtout, l'intérêt, c'est de regarder les tests caloriques, parce que c'est assez facile à faire et finalement presque assez lisible, même s'il y a des pièges. Voilà, on regarde la vitesse du nystagmus, on ne regarde pas la fréquence, on regarde la vitesse, et on voit ici que la vitesse du nystagmus, elle est diminuée de 73% dans l'oreille gauche, et de fait, ici, on voit que quand on met de l'eau chaude ou de l'eau froide dans l'oreille, les réponses à la chaleur et au froid n'ont rien à voir à droite et à gauche. Voilà le côté droit où vous voyez le chaud, là gauche le chaud, ici droite le froid, ici gauche le froid. Vous voyez les nystagmus générés n'ont rien à voir. Donc il y a une hypovalence, on dit une hypovalence, presque une subaréflexie du labyrinthe gauche, et ça c'est très intéressant et ça vous est donné par la vidéonystagmographie et particulièrement par les tests caloriques. Le vidéo impulse test, lui, il est né plus récemment. Vous avez vu tout à l'heure le head impulse test, donc le mouvement, je dirais, sans instrument. Là, on va regarder des mouvements et on va rechercher les saccades de façon informatique. C'est beaucoup plus simple et on peut le faire dans les différents plans des canaux semi-circulaires. Et donc, en fait, on va pouvoir analyser séparément la fonction des 6 canaux semi-circulaires et rechercher et quantifier ces fameuses saccades de recentrage. Et l'on voit ici, par exemple, sur ce canalogramme, c'est comme ça que ça s'appelle, que du côté gauche, le canal antérieur, latéral et postérieur, l'antérieur c'est le supérieur, c'est la même chose, répondent très peu. Alors que de l'autre côté, les points verts sont dans la cible. Et là, ce sont des points rouges. On a un déficit pour le canal antérieur gauche de près de 50%, pour le latéral gauche de près de 50%, et pour le postérieur gauche, il est quasiment aréflexique. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant, vous vous en doutez. Les potentiels évoqués autolytiques, ça sert également à étudier le vestibule, mais le vestibule gravitaire et particulièrement le sacule. Donc c'est autre chose, on interroge une autre partie, un autre nerf vestibulaire que celui qui gère les caloriques. Donc vous voyez ici, du côté droit, l'amplitude des potentiels évoqués autolytiques n'a rien à voir par rapport à ce que l'on observe de l'autre côté et qui est normal. Donc ici, on a un déficit saculaire du côté droit, et évidemment, ça doit se coupler à une sémiologie qui va dans le sens d'une atteinte du sacule et du tricule, c'est-à-dire du déséquilibre, des flottements, une tête vide, des nausées chroniques, mais surtout une grande instabilité à la marche sans forcément de vertige. Les potentiels évoqués auditifs sont intéressants parce que tout ce qui est vestibule, nerf vestibulaire et centre, noyau vestibulaire, tout ça c'est très proche des voies auditives. Si vous avez une atteinte par de la nerf vestibulaire par un schwannome ou un orinome si vous préférez, vous aurez une compression du nerf auditif et vous aurez, comme ici dans ces potentiels évoqués auditifs, vous voyez le côté, ça c'est complètement normal, on voit les latences qui s'allongent avec la faible intensité de la stimulation sonore. Ici on voit qu'il n'y a aucune synchronisation des courbes, on n'arrive plus à retrouver ces belles images, les courbes, les pics 1, 2, 3, 4, 5, rien n'est synchronisé et donc c'est un signe de
compression du nerf cochléaire. Donc on a probablement un schwannome vestibulaire dans ce contexte. L'IRM nous le dira. Donc en fait, au terme de ce bilan, de cette première étape diagnostique, le diagnostic est le plus souvent posé. Voilà. Mais vous allez me dire, on n'a pas fait d'imagerie. Il va peut-être falloir en faire une, sauf quand on a un VPPB, ça n'est pas la peine, il n'y a aucun besoin d'examen. En revanche, on aura besoin d'un scanner chaque fois que l'on soupçonnera une atteinte du rocher, qu'elle soit inflammatoire, traumatique, malformative, tumorale, qui est supposée par la clinique, c'est-à-dire en fait par l'autoscopie, ou parce qu'il y a une atteinte, une paralysie faciale périphérique en même temps, ou des autoragies. Enfin, le rocher parle. Et si le rocher parle, le scanner est indispensable. Ce qui ne veut pas dire qu'il soit suffisant. Mais si le rocher apparaît normal, l'autoscopie est normale et on a peur d'une pathologie rétrocochléaire ou d'une atteinte inflammatoire centrale, c'est l'IRM qui est indispensable. Et presque tous les patients qui ont des vertiges chroniques finissent un jour ou l'autre dans une IRM, dans la crainte d'un schwannome vestibulaire, bien sûr, mais aussi parfois d'une atteinte inflammatoire du labyrinthe ou d'une pathologie centrale comme une sclérose en plaques, une tumeur ou une atteinte vasculaire aiguë, bien entendu. Voilà ce qu'il en est pour cette première leçon. Vous pourrez revoir ensuite la deuxième partie, le tome 2 en quelque sorte, qui suit des pathologies vestibulaires sur la chaîne YouTube.